Bonjour, c'est Geneviève avec vous, en direct du Festival international du conte de Chigny pour Radio Sud. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une conteuse que j'apprécie tout particulièrement, Nora Seval. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue. Bonjour Nora. Donc, on a eu l'occasion déjà de se croiser quelques fois en dehors du studio ici. J'apprécie vraiment votre personnalité, et je voudrais vraiment faire découvrir aux téléspectateurs et aux auditeurs de Radio Sud qui êtes-vous. Pouvez-vous me parler un petit peu de vous et de votre parcours? Alors on va commencer d'abord, qui êtes-vous? Oui, je suis conteuse et auteure de nombreux ouvrages de contes populaires algériens. Je suis spécialisée dans les contes populaires algériens parce que c'est mon héritage. Je suis née en Algérie, d'un père d'origine espagnole et d'une mère arabe, mais j'ai vécu dans ma tribu maternelle où j'ai reçu en héritage toute une littérature orale, dont le conte que j'aime. Et puis, j'ai sûrement hérité de ma nature de conteuse aussi, sur ces hauts plateaux du sud-ouest algérien. Ah oui, donc déjà de très beaux endroits et déjà un mixte culturel déjà à la base. Voilà. Vos contes sont inspirés, j'imagine, de vos différentes cultures. Tout particulièrement des contes que j'ai eus dans mon enfance par ma mère, ma grand-mère, mes tantes, dans ma tribu maternelle, des Ouled Sidi Khaled de Tousnina, dans le sud-ouest de l'Algérie, qui étaient des nomades à l'époque transhumants. Donc, ils sont imprégnés de nomadisme et d'histoire de nomades. Je n'invente pas mes contes, je me contente de les traduire de l'arabe au français pour pouvoir les dire en français, mes deux langues maternelles. On dit langue paternelle, mais ce sont mes deux langues maternelles. Et ma langue maternelle est le français et l'arabe. D'accord, donc vous vous influencez donc de conteurs existants, existants depuis très très longtemps, j'imagine. Donc ça. Oui, c'est la littérature orale, c'est la transmission de génération en génération, de mère en fille, de père en fils ou de père en fille, depuis toujours. Donc ce sont vraiment des contes. Je ne les prends pas dans les livres, je les ai entendus en arabe. Ils sont encore vivants dans l'oralité auprès des anciens et je continue aussi à les collecter pour sauvegarder tout ce patrimoine oral si précieux, parce qu'avec les nouvelles technologies, le monde moderne, les conteurs qui détiennent encore un répertoire, eh bien, ils risquent de partir sans laisser de traces de leur savoir oral, de leur véritable littérature orale, qui est un trésor incroyable. Justement, vous voyagez pour garder des traces. Vous êtes visible où? Où peut-on vous trouver? Donc, vous venez ici maintenant au Festival interculturel du conte de Chigny. C'est la première fois que vous venez? À Chigny, oui. À Chigny, oui. Donc, où avez-vous été auparavant? Eh bien, j'ai fait plusieurs festivals, notamment Je dois Chigny au Festival de Montréal, interculturel de Montréal, où j'ai été invitée. J'ai été invitée dernièrement dans un festival en Bretagne, enfin il y a déjà 2 ou 3 ans, à Baden, et d'autres festivals. Là, les noms ne me reviennent pas. Je raconte aussi, je suis en France, je vis en France. Vous habitez à Paris, je pense. Je n'habite pas à Paris, mais en Picardie. À Creil, exactement, dans l'Oise. Et je suis invitée à Paris et je suis invitée un peu partout, à Marseille, un peu partout en France et à l'étranger. La preuve, je suis en Belgique et je suis ravie d'être en Belgique pour la 2e fois. Je suis déjà venue à Bruxelles. Et que pensez-vous des téléspectateurs, enfin des auditeurs et des téléspectateurs, du public, voilà, je cherchais le mot, du public. Un public, mais alors idéal. Franchement, je suis ravie. Hier soir, j'ai présenté mon spectacle La Science des femmes, qui sont des récits de femmes, et la salle était pleine et le public m'a portée. Le public nous porte, nous les conteurs. Justement, et c'est un très bon public. Justement, par rapport à votre spectacle d'hier, effectivement, qui était très agréable à regarder, très agréable. Pouvez-vous en parler pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance de vous voir? Oui, c'est un spectacle inspiré d'histoires de femmes, mais d'histoires coquines. Hein. Ce sont des histoires vraiment où les femmes se moquent des hommes. Et c'est très frais, il n'y a absolument rien d'obscène, mais les hommes en prennent pour leur grade. Et ce sont vraiment des contes populaires que j'ai entendus auprès de femmes au Maghreb, en particulier en Algérie, et
tout particulièrement encore dans ma tribu maternelle. Les femmes ont un imaginaire incroyable et par le conte, par la parole, elles règlent leurs comptes. Ce ne sont pas les mêmes comptes. Il y a des choses à dire. Est-ce que vous vous sentez concernée par rapport à ce que vous racontez? Ah mais oui, tout à fait. Hein. Féministe comme je suis, je ne peux pas ne pas me sentir concernée. Et bon, et je viens de ce milieu hein, pour vous dire que les femmes ne se laissent pas faire. Voilà, la preuve. Tout à fait. Donc ça, c'était pour les contes d'hier soir Oui. Dans la salle ici vers 22h. De femmes entre elles, oui. Voilà. Vous comptez encore ce dimanche Oui. à 2 reprises. De quoi vont parler les contes de cet après-midi et de ce soir? Oui, mais là, c'est vraiment, ça touche à la fibre de l'enfance. Ce sont les contes nomades. Parce que dans la région où je suis née, dans la région où j'ai entendu ces contes, les nomades, déjà, la famille maternelle était nomade transhumante. Bon, moi, j'ai pas fait de nomadisme puisque je suis née dans une ferme, la ferme de mon père, Pied-Noir. Mais ma grand-mère, ma mère ont connu le nomadisme. Et tous les étés, même pas l'été, au printemps, les nomades arrivent avec leurs tentes et leurs troupeaux de dromadaires. Aujourd'hui, il y a moins de dromadaires, mais toujours leurs troupeaux de moutons. Et ils séjournent tout l'été sur les hauts plateaux parce qu'il fait plus frais. Et ensuite, ils repartent pour l'hiver pour que les chamelles puissent mettre bas dans le sable vers le sud. Hein. Je suis, on va dire, à la porte du désert, cette partie des hauts plateaux qui est à la porte du désert. Et toute mon enfance a été bercée par des contes où il y a de la tente des nomades, les chameaux et beaucoup d'autres histoires. Et de sagesse aussi, la sagesse des nomades, la sagesse des gens du sud. Donc vous parliez justement de vos racines. Vos contes vous viennent aussi de vos parents ou de votre famille. Donc pouvez-vous m'en dire un petit peu plus par rapport à votre famille qui pour vous, je pense, est importante aussi? Oui, ma famille surtout maternelle, où j'ai vécu, où j'ai passé mon enfance à la campagne de Tousnina. Et ces contes me sont racontés en arabe. Et à l'époque, moi, quand je les ai connus, il n'y avait pas de télévision. C'était encore les veillées. Il n'y avait pas d'électricité à la campagne. Donc tous les soirs, c'était une veillée et on entendait les contes et légendes, mais également les devinettes. Alors là, vous allez sûrement assister à mon spectacle cet après-midi. Tout à fait. Les contes se disent en prose, mais les devinettes, elles sont versifiées. Et c'est pour éveiller les esprits des jeunes et des moins jeunes que le conteur va poser des énigmes et il faut trouver la réponse. Et une fois que l'esprit est éveillé, on peut dire un conte pour qu'il pénètre beaucoup plus profondément. En général, on dit le conte la nuit. Celui qui raconte le jour devient chauve. Et moi, je vais raconter le jour. Et à chaque fois que je me peigne, je me dis, tiens, oh mon Dieu, c'est parce que tu racontes le jour que tu perds tes cheveux. Mais quelle belle femme. Je suis vraiment obligée de les dire le jour, sinon je n'aurais pas l'occasion de les dire. Mais une vieille femme m'a montré une petite formule magique que je ne peux pas révéler pour ne pas perdre ses cheveux. Ah d'accord. Pour pouvoir raconter le jour. Alors il y en a une que je ne peux pas faire, c'est montrer sa cuisse et frotter un bâton sur la cuisse. Ah d'accord. Alors montrer sa cuisse en plein jour, c'est impossible. Donc il faut raconter que la nuit. Le conte ne se dit qu'une fois le soleil couché. On commence par les devinettes et on finit par les contes, par un conte qu'on a sollicité. La conteuse ne vient pas dire « Allez les enfants, venez raconter ». Non, il faut la supplier et elle vous dit un conte en commençant par les devinettes et ensuite on se couche et on fait de beaux rêves. C'est un moyen aussi de rêver. Et justement, dites-moi un petit peu, comment travaillez-vous vos textes, vos contes? Comme j'ai appris à parler les deux langues en même temps, l'arabe et le français, j'entends un conte en arabe et j'ai besoin de l'entendre en arabe. C'est ça qui est étrange. Et spontanément, je peux le dire en français. Le travailler, oui, il faut bien les travailler parce on les présente à des publics que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas de notre famille. Donc il faut bien que je les travaille et ils sont dits en situation interculturelle. Il y a dans la tradition, on peut raconter un conte sans explication. Tout le monde est de la même culture. On peut comprendre certaines choses. Ici,
j'ajouterai une phrase, j'ajoute un proverbe pour bien faire comprendre l'esprit justement du conte et de la situation qui vient d'un autre monde, d'une autre langue et d'une autre culture. Et on se sent... Et toutes les formules versifiées, je les dis en arabe pour le plaisir de la musicalité de la langue. Ce n'est pas un exercice de style, je l'éprouve comme ça, je le sens comme ça. Oui, d'ailleurs, quand on vous entend ne fût-ce que parler entre nous, on a l'impression que vous nous racontez déjà des histoires. Est-ce que vous nous dites toute la vérité, là? Ah oui, je ne dis que la vérité, bien sûr. C'est vraiment Qu'un très petit bien. bout de la vérité, ce serait trop long de dire. Qu'est-ce que vous pourriez me dévoiler que vous n'avez encore jamais dit à personne? Sur les comptes. Sur ce que vous voulez. Oh. Si on m'enlève les comptes, je meurs. Ah oui, c'est viscéral. C'est viscéral. Oui, mais on le sent vraiment. Vous Ouais. avez une joie de vivre quand vous parlez de votre métier. On sent effectivement que c'est beaucoup plus qu'un métier. Et que oui, non, c'est un état d'être. Voilà, c'est un état exactement. d'être. Oui, oui. Oui, ça c'est un Je vrai, reste convaincue. un vrai bonheur et un vrai plaisir. Oui, je reste convaincue que c'est un état d'être et qu'il est lié à notre histoire personnelle. Et sans doute, j'ai toujours pensé que c'est parce que je suis née après 4 garçons et que mes parents ont prié tous les saints pour avoir une fille. Dans un pays où on prie tous les saints pour avoir un garçon, on a prié tous les saints pour avoir une fille. Et j'étais cette fille. Ah, il y a une anecdote, si j'ai le temps. Dites-moi, bien C'est sûr. très marrant parce que mon père, qui était pied noir, donc, français, même s'il était d'origine espagnole, il voulait une fille, tout comme ma mère. Et tout le monde attendait cette fille. Et quand je suis née, il m'a appelée Thérèse, parce que j'ai 2 prénoms. Mon prénom français, c'est Thérèse. Et ma grand-mère est arrivée et elle a dit « Bravo, une fille, enfin une fille. Comment l'as-tu appelée ?» Et mon père a dit « J'ai appelé Thérèse. » Et elle a entendu, comme elle ne parle pas français, elle a entendu Thérèse. Et Thérèse, en arabe, ça veut dire homme. Et elle a dit « Mais il est fou. Il a attendu une fille et maintenant qu'il a une fille, il a appelé homme. » Ça, c'est une anecdote qui m'a été racontée sur ma naissance, Justement, sur les hauts plateaux. Donc vous êtes vraiment très passionné par rapport à vos contes. J'ai aussi ouï dire que vous écriviez des livres. Pouvez-vous un petit peu développer par rapport à cela? Oui, j'ai commencé par écrire les contes qui me viennent de ma mère, qu'on appelle les contes du Djebel Amour parce que c'est une région du sud. Et ensuite, j'ai écrit un ensemble de recueils, hein, après avoir changé de métier, fait mes études de lettres et tout ça. C'est les contes qui m'ont conduite sur les chemins de l'université à l'âge de 35 ans. Et là aussi, c'est un conte. Et alors, après avoir écrit les recueils, j'ai publié des albums pour enfants. Hein, et depuis 4 ans, depuis 2008, je travaille sur le sujet féminin. Je publie des recueils avec des histoires de femmes, des contes libertins, des contes coquins, des ruses. Et en ce moment, je travaille sur la sagesse des femmes, parce qu'après avoir travaillé sur les ruses des femmes, il faut quand même aussi travailler sur la sagesse des femmes, et il y en a. Elles sont sages? Oui, vous trouvez des... Elles ont beaucoup de sagesse. Déjà, pour inventer des histoires, pour se défendre de leur mari, c'est qu'elles sont sages. Où peut-on retrouver vos ouvrages? Alors, j'en ai apporté là quelques-uns avec moi pour le festival, mais on peut les commander dans n'importe quelle librairie. Ils sont édités dans de grandes maisons d'édition, comme Le Seuil, Le Sorbier, Édition Milan, un livre CD qui s'appelle Contes d'Algérie, et les éditions Almanar à Neuilly, à Paris, éditent mes livres où ils sont préfacés par la grande écrivaine que j'apprécie beaucoup, et j'ai eu beaucoup de chance, Leïla Sebar. Ah oui. Préfacée par Leïla Sebar et illustrée par Sébastien Pignon, qui est un grand peintre. Almanar. Donc, Contes libertins du Maghreb, La science des femmes, La Chamelle et autres contes libertins du Maghreb. Et là, mon dernier livre, c'est La femme de Tcha. Tcha, c'est Nasreddin. En Algérie, au Maghreb, on l'appelle Tcha. Dans le monde arabe, on l'appelle Djouha. Et en Turquie, on l'appelle Nasreddin. Et là aussi, l'homme le plus rusé du monde arabo-musulman, c'est